Bonjour à tous. Enfin, j'espère que vous m'entendez bien. On a des gros problèmes techniques, donc on est absolument désolé, on s'en excuse. Donc je vais commencer. Donc je suis Cédric Leboutin, je suis le responsable de l'offre financière. On tenait à tenir ce, ce troisième épisode autour du Covid-19, donc avec un focus un petit peu plus particulier sur les secteurs des services aux collectivités, puis le secteur des utilities. Donc si on y arrive, on devrait avoir Thibaut Espinas et Didier Patin, qui sont conseillers en clientèle privée, qui vont pouvoir se joindre à nous. Et nous aurons également Lionel Diverger, que vous devez commencer à connaître après ces différentes interventions techniques des semaines passées. Donc, je commence avec cette petite introduction, comme je vous le disais. Donc, on va d'abord parler analyse technique avec un rebond. Est-ce que ça ne serait pas un rebond pour alléger ces laggers? Donc, ces laggers qui sont ces valeurs qui sont en retard dans le mouvement que l'on connaît actuel. Et ensuite, un focus sur le secteur des utilities. Ce que je vous propose, c'est que nous soyons ensemble à peu près 30 minutes. Dans la mesure du possible, je vais essayer de prendre vos questions. Je dis dans la mesure du possible, si la technique nous le permet. Donc, en introduction, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a malheureusement une situation qui s'est dégradée, en tout cas en ce qui concerne l'Europe et en ce qui concerne surtout les États-Unis. On en parlait déjà la semaine dernière. Mais vous le voyez, on a la moitié de la planète aujourd'hui qui est confinée. C'est environ 3 milliards d'individus qui sont en restriction de circulation, alors plus ou moins forte selon les pays. C'est, vous le savez et vous vous en doutez, la plus grave crise sanitaire du siècle dernier, mais aussi du siècle actuel, avec un nombre de victimes, mais aussi un cantonnement de l'économie qui est unique. La semaine dernière, on l'évoquait, on l'espérait, l'Asie est en train de tourner un peu la page du confinement, vous le suivez dans l'actualité, la Corée du Sud précisément, ainsi que la Chine. L'Europe reste l'épicentre du foyer du développement du Covid-19. On a quand même des chiffres un peu plus encourageants, mais qui restent quand même dramatiques, mais des chiffres en termes de croissance qui sont un peu moins forts pour les victimes, en ce qui concerne l'Espagne et l'Italie. Pour la France, on attend un pic de l'épidémie qui se rapproche, mais on ne l'a pas encore passé. Aujourd'hui, l'inquiétude est vraiment sur les États-Unis et également sur la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, le pic est loin d'être atteint et on a une visibilité vraiment extrêmement faible sur le nombre de victimes. C'est un peu ce que vous pouvez voir sur le tableau en haut à droite, qui sont des sources de l'OMS. Donc les conséquences économiques sont extrêmement violentes, fortes et surtout uniques. Les économistes de BNP Paribas estiment que un mois de confinement pourrait être équivalent à une perte de PIB de l'ordre de 3%. Donc vraiment une récession très violente. Monsieur Bruno Le Maire parlait mardi hier d'une récession inconnue depuis la grande récession de 1929 ou juste après-guerre. Donc voilà, on est dans une situation économique extrêmement tendue. Pourtant, si on est dans un bear market, donc un marché en recul inédit, on a toutes les armes monétaires, économiques et fiscales qui sont utilisées. Que ce soit les banques fédérales américaines, que ce soit japonaises, que ce soit françaises, européennes, tout le monde est mobilisé. En termes de marché, on le dit depuis 2 semaines, la volatilité reste extrêmement élevée. Surtout, cette volatilité est liée, on a pu le voir lundi et mardi dans les marchés, la volatilité est vraiment liée à l'évolution du nombre de nouveaux cas. Et je crois qu'on peut parler de valorisation des entreprises, on peut les comparer au niveau historique, on peut faire des perspectives. Le plus important, c'est le nombre de nouveaux cas et la maîtrise de cette chose. En termes de scénario, notre scénario macro, donc, qui est celui de la banque privée, donc Privée France, n'a pas bougé, on reste sur un scénario de reprise en U. Alors à savoir combien le bas du U va durer, c'est une boule de cristal. Néanmoins, cette violente récession va durer. On ne sait pas exactement
combien de temps, mais ça va être quelque chose d'une reprise que l'on anticipe pour le deuxième semestre 2020. Voilà. Lionel, je te laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc là, j'interviens en tant qu'analyste technique. Ici, vous avez le comportement récent de l'Eurostoxx 50. Donc vous voyez fin février et une bonne partie de mars, une tendance baissière en ligne droite, quasi inédite dans son intensité, sa rapidité, avec une ligne de tendance baissière court terme en rouge en pointillé qui a guidé la baisse jusqu'au 19 mars. Vous avez eu ensuite la cassure de cette ligne de tendance baissière très pentue. Et puis depuis, vous avez eu une construction du rebond en 5 temps. Alors c'est à la fois alors là je vais faire un petit peu non pas de bourse fiction, mais essayer de voir comment on peut interpréter ça et qu'est-ce qu'on peut en attendre derrière. À la fois, c'est une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle d'avoir une remontée en 5 temps. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que en tant qu'analyse technique, quand on constate un mouvement de hausse en 5 temps, on considère que c'est quelque chose d'impulsif. Donc c'est la construction d'un redémarrage à moyen terme. En revanche, à court terme, ce n'est pas une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on terminerait là un temps de rebond et qu'ensuite, il faudrait corriger ce mouvement-là, ce mouvement de rebond là sur le CAC, ça vous donne à peu près du 3006, 4550. Il faudra ensuite corriger cela pendant quelques semaines pour ensuite refaire un autre mouvement de hausse, un autre temps de rebond qui permettrait, lui, de normaliser, c'est-à-dire de se rapprocher de la moyenne mobile long terme qui est en rouge, tout là-haut, la moyenne mobile de 100 jours, qu'on ne rejoindra sans doute pas à cette première tentative. Donc, attendons-nous à ce que voilà, on construise une remontée progressive, mais qui ne se fasse pas comme un long fleuve tranquille en une seule fois, mais qui demande à ce qu'il y ait des phases de correction entre-temps. Donc voilà pour notre scénario privilégié sur le marché. Au passage, on a ici sur l'Eurostoxx 50, vous avez la ligne en bleu ciel qu'on a atteinte hier, qui est le 50% de retracement de toute la baisse précédente. Donc c'est déjà pas mal d'avoir retracé la moitié. C'est pour ça qu'on est un peu plus prudent. Donc on profite de ce genre de fenêtre d'opportunités sur le marché pour essayer d'alléger nos valeurs laggers, nos valeurs qui sous-performent, pour les réarbitrer vers des valeurs qui surperforment, des secteurs qui surperforment, dont le secteur des services aux collectivités dont on parle aujourd'hui. Alors, est-ce que nous avons Didier Patin et Thibaut Espinas connectés pour nous parler, nous présenter le secteur des services aux collectivités? Alors, un instant. Thibaut, c'est à toi. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. On m'entend très bien. D'accord. Alors, moi, ma partie, c'était de mettre en avant quelques dossiers. Alors, vas-y. Tu souhaites qu'on commence par lequel? Le premier, c'était American Motor Works. Ok. Alors, à ce moment-là, je vais peut-être laisser la parole à Lionel pour qu'il nous fasse un rapide point sur le secteur des utilities au niveau technique. Voilà, au niveau du comportement, vous avez ici, alors là, c'est vraiment sur longue période. Vous avez en bleu le comportement du secteur utilities, donc services aux collectivités en bon français, en bleu là-haut, de 2009 à aujourd'hui. Vous avez en bas le ratio relatif à l'indice, son benchmark, l'indice Eurostoxx. Donc quand cette courbe en violet baisse, cela veut dire que le secteur des services aux collectivités sous-performe. Quand cette courbe monte, cela veut dire qu'il surperforme. Donc ce qu'on constate d'un rapide coup d'œil, c'est que de 2009 à 2017, on a eu un secteur qui a été délaissé globalement, qui n'avait pas la faveur des investisseurs, qui sous-performait le marché. Ça a commencé à s'inverser petit à petit à partir de 2017 et ça s'est amplifié à partir d'octobre 2018, justement une période où le marché au global était peut-être moins porteur, un peu plus compliqué,
eh bien c'est là que le secteur des services de collectivité a retrouvé des couleurs depuis octobre 2018 et il sous-performe depuis. Donc ça c'est sur longue période. Maintenant sur la diapositive suivante, on va voir sur la période plus récente, on va détailler un peu le comportement du secteur. Donc là vous retrouvez en haut le secteur des utilities, mais là on est de mi-2018 à aujourd'hui. Et vous avez en bas le ratio relatif, hein, donc sa force relative face à l'indice Eurostoxx. Oui, petit point, j'ai mis, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en net return, hein, petite précision, c'est-à-dire que c'est dividende inclus, à la fois l'indice Eurostoxx, à la fois le secteur. C'est important car c'est un secteur qui, historiquement, a des rendements du dividende qui sont assez élevés. Donc c'est important de l'intégrer à la performance pour avoir une vision réelle de la performance du secteur. Donc, ce qu'on voit en bas, c'est qu'il y a des phases de sur- ou de sous-performance, mais que globalement, il y a une surperformance qui est bien installée ces 2 dernières années. Alors, quand on décortique un petit peu, on voit que là où le secteur est le plus performant, c'est les phases où le marché l'est moins, le marché est un peu plus délicat. Par exemple, vous voyez, fin 2018, on est face à un marché action globalement baissier, et bien dans cette phase-là, le secteur des utilities surperforme largement le secteur. En revanche, dans une phase comme celle du printemps 2019 ou celle de octobre 2019, des phases où le marché action est particulièrement optimiste, voire euphorique, dans ces phases-là, le secteur relâche un petit peu de son avance, de sa surperformance. Et en revanche, dans la phase qu'on a connue récemment, avec une baisse forte de marché, pendant une bonne partie de cette baisse, le secteur a surperformé à nouveau. Et à l'inverse, dans le rebond de marché qu'on connaît depuis quelques semaines, il repère un petit peu de terrain. Donc vous êtes là en face d'un secteur plutôt défensif qui permet de bien amortir les baisses et qui ne repère pas trop de terrain en tendance haussière. Et donc au final, au cumul de ces différentes phases, un secteur qui surperforme globalement. Merci Lionel. Je vais redonner la parole à Didier, normalement. Excusez-moi un instant. Didier, c'est à toi. Voilà, on m'entend? Extrêmement. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je te mets la slide sur le secteur. Voilà, sur le secteur, donc je vais revenir globalement sur ce qui s'est passé sur le secteur depuis ce début d'année, hein, qui est marqué par une surperformance de tout le secteur, comme vient de le dire Lionel, mais on a eu, disons, 3 chocs externes principaux. On a eu d'abord un hiver plus chaud que la moyenne, ce qui a un impact négatif sur la demande de gaz et d'électricité, mais là encore un problème ponctuel et qui n'est pas forcément récurrent pour l'hiver prochain. On a eu la chute des prix du baril, on est descendu jusqu'à 20 $ le baril, même si on est remonté un peu actuellement avant la réunion de l'OPEP. Mais la baisse du prix du pétrole a plafonné les prix du charbon et du gaz, ce qui impacte le secteur, et on le verra un peu plus loin, impacte les prix du CO2. Et puis la dernière chose, bien sûr, c'est la pandémie, la propagation du Covid-19. Donc, et tout ce que ça a emmené, c'est-à-dire le confinement, le verrouillage de régions entières, et le ralentissement économique qui est en cours actuellement. Donc là encore, on peut penser que les effets vont pas être très durables en termes de pandémie. Par contre, les effets vont être sur l'activité et les résultats des entreprises vont être, disons, relativement durables. Alors, dans les effets collatéraux, on a vu sur notre secteur que les fonds de rendement à travers le monde qui représentaient 700 milliards de dollars en février ne représentaient plus que 600 milliards en début avril. Donc, on a une sortie massive des fonds, des valeurs à rendement que sont qu'on trouve notamment dans le secteur utilities, et ont été particulièrement sanctionnées des valeurs qui avaient supprimé ou suspendu leurs coupons, leurs dividendes, comme ça a été le cas de nombreuses valeurs en France. Voilà, et puis à ça, il faut ajouter que les fonds souverains, pour dégager des liquidités, sortent pas mal de lignes aussi, donc aussi bien face à la baisse du pétrole que pour soutenir les économies des pays.
Donc, dans ce contexte dégradé, quel est le scénario qu'on peut obtenir actuellement pour 2020-2021? Ça va être une demande d'électricité, bien entendu, vous vous en doutez, en baisse de l'ordre de 6% en Europe en 2020 et une reprise en 2021 de plus 3%. Pour mémoire, fin 2008 et sur l'année 2009, on avait eu moins 8% de demande d'électricité. Donc, cette demande d'électricité, elle induit une réduction d'utilisation des centrales de charbon au profit de celles de gaz, puisque la baisse absorbée par le charbon est absorbée d'abord par le charbon et que le gaz gagne des parts de marché, le coût de CO2 est plus faible et il y a une plus grande flexibilité. Donc, ça nous amène à parler des prix des certificats carbone. Comme la production thermique est en baisse, que la production industrielle va être en baisse de 25 à 30%, ça représente à peu près 25 à 30% de la baisse de CO2, la demande de CO2, pardon, et qu'on a également une baisse du trafic aérien, on va avoir un prix du CO2 qui va être en équilibre en 2020, et puis après on aura une reprise vraisemblablement de la demande de certificats de CO2 au fur et à mesure de la reprise d'activité. Le deuxième problème qu'on va rencontrer après cette baisse de la demande d'électricité, c'est le problème de fonds de roulement pour les entreprises, pour les fournisseurs d'électricité. Effectivement, ils vont avoir affaire à des retards de paiement dans les factures, particulièrement certainement en Europe du Sud où il y a moins de prélèvements automatiques. En 2019, il faut savoir que ça représentait à peu près 3 à 4% ces problèmes de fonds de roulement et de non-paiement d'électricité représentaient 3 à 4% de l'excédent brut d'exploitation. En 2020, on s'attend carrément à 7 à 9% de l'EBITDA. À cela va s'ajouter pour la mise en place des investissements dans les nouvelles installations des problèmes de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Donc les budgets d'investissement devraient probablement être maintenus, par contre on les verra déplacés dans le temps, c'est-à-dire on aura 10-15% de moins en investissement. Et puis le dernier, dans ce contexte, le dernier sous-secteur touché, ça va être les déchets, avec moins de production industrielle. On va avoir une baisse, on suppose, être de 8% de volume en Europe. Voilà, pour une reprise après. Donc on voit qu'il y a 2/3 de la demande d'électricité qui est impactée par la situation actuelle. Sur le point de vue financier pour le secteur, les résultats, tout cela va entraîner une réduction de la croissance des bénéfices par action en 2000-2022 qui va être environ de 6 à 7% en moyenne. On attendait un marché à peu près en hausse de 10% des PPA. On revoit à la baisse, mais on reste sur quand même une croissance certes modeste, mais une croissance en 2020-2022 des résultats. Pour rappel, en 2008-2009, on avait eu une révision des BPA et cette croissance était devenue négative. On avait eu des BPA inférieurs à ceux de 2007. Pour l'instant, on ne voit pas ça sur les résultats d'entreprise. Alors, pour les entreprises, on voit que sur l'endettement, le gearing remonte légèrement, mais moins fort qu'il n'était remonté dans la période 2008-2010. La structure financière des entreprises est bien meilleure, qu'il n'y a pas de problème de liquidité de la dette. En effet, celle-ci a une échéance moyenne de 10 ans et que les financements et préfinancements ont eu lieu à taux bas en 2019 et que même maintenant, on a vu ce matin un EDP qui a fait une émission à 7 ans à 1,62% à peu près. Les dividendes, qui sont un des grands intérêts aussi de ce secteur, devrait rester dans une fourchette élevée. On voit une taux de distribution des bénéfices qui resterait entre 70 et 80%. Il faut savoir que 80% des investissements se font dans des énergies renouvelables et dans les réseaux, ce qui donne des rendements relativement sécurisés. Alors même si les dividendes ont été suspendus pour cette année dans certains cas, on ne pense pas que ça devrait revenir dans les prochaines années. Dans la valorisation, le secteur est beaucoup mieux positionné que lors de la dernière récession. Il y a une meilleure qualité des bénéfices, il y a un endettement mieux maîtrisé et un coût de la dette beaucoup moins cher. Voilà. J'ajouterais que dans des marchés qui sont très régulés, le risque, ça serait de l'intervention des gouvernements.
Ce risque nous semble encore faible à court terme hein, pour des raisons politiques. Il n'y a pas de justification économique à le faire. Et puis, il faut sécuriser l'approvisionnement des infrastructures critiques. Donc, sur le risque politique, pour l'instant, on ne le voit pas immédiatement. Et puis, on voit quand même que les investissements continueront, que la poursuite de la politique de décarbonisation devrait être maintenue, que le Green Deal est autant une question de relance budgétaire que d'environnement, que le coût actualisé des énergies renouvelables reste plus attractif que le charbon, le gaz et le nucléaire, et que la recherche et le développement se poursuivent dans le domaine des batteries et de l'hydrogène. Donc vous voyez que c'est un secteur qui reste porteur. Certes, on révise en baisse les estimations de croissance, mais c'est un secteur qui devrait continuer à investir et qui devrait continuer sa mutation vers une énergie beaucoup plus propre. Et je laisse maintenant la parole à Thibaut. Oui, Thibaut, je te mets le slide sur American Water. Oui, merci Cédric. Voilà. Donc bonjour à tous. Merci Didier pour cette introduction là qui nous définit le cadre dans lequel évolue le secteur. Ce que je vais faire à présent, c'est vous proposer un focus sur 4 dossiers que l'on peut mettre en avant pour investir sur le secteur des services aux collectivités. Avant toute chose, au niveau de l'allocation sectorielle, le secteur il représente environ 6,7% de poids dans l'Eurostock. De notre côté, au niveau, compte tenu de la surperformance du secteur, on préconise une pondération sur les valeurs utilities comprises entre 8 et 10% dans les portefeuilles. Donc pour ce faire, les responsables du secteur au comité d'investissement, je vous propose de mettre en avant quelques dossiers. Le premier, c'est American Water Works, qui est une valeur américaine, donc par définition, elle n'est pas éligible au PEA, donc elle est achetée sur les comptes titres. Elle est dans le métier de l'eau, que ce soit les réseaux d'eau potable et le traitement des eaux usées. Les points importants du scénario d'investissement, c'est la spécificité donc, du marché américain qui est extrêmement fragmenté. American Water, c'est le premier acteur aux États-Unis et il ne revendique que 15 millions de clients aux États-Unis et au Canada. Donc, il y a une consolidation qui est en cours sur tout le marché nord-américain. Et cette consolidation est d'autant plus importante. On a des infrastructures qui sont extrêmement vétustes. Chiffre, il y a 44% des infrastructures américaines qui sont classées comme pauvres, très pauvres ou en fin de vie. Cela va nécessiter de lourds investissements. American Water, compte tenu de sa situation financière, a prévu d'investir entre 20 et 22 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, à la fois pour rénover les infrastructures existantes, mais également pour procéder à de la croissance externe. Le groupe offre une très bonne visibilité puisqu'il y a 85% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur les activités réglementées et que les non réglementées tiennent très bien, elles sont tirées par les services qui sont fournis aux bases américaines de l'armée, qui sont sur des contrats extrêmement longs. On est sur des contrats de 50 ans et à fin 2019, la durée de ces contrats restants était 42 ans. Dernier point, le groupe met vraiment l'efficacité opérationnelle au cœur de sa stratégie, avec que ce soit au niveau des renégociations tarifaires systématiques avec les autorités locales, mais également par des programmes d'économie. De près, le groupe suit de près en fait avec un ratio d'efficacité opérationnelle qui en gros est un rapport entre les dépenses engagées et les revenus générés. Plus ce rapport est faible, plus le groupe apparaît rentable. Ce ratio était de 46% en 2010, il est passé à 35,6% en 2018. L'année dernière, il s'établit à 34,5% et l'objectif de la société est d'atteindre 31,3% à horizon 2024. Ensuite, on peut peut-être mettre le graphique suivant qui était sur
la surperformance de la valeur sur le long terme, donc par rapport au secteur. Au niveau des chiffres, oui, je te passe la parole, Yana, si tu veux dire un petit mot là-dessus. Merci beaucoup, Thibaut. Oui, là, vous retrouvez de 2015 à aujourd'hui, en haut en bleu, le parcours du titre American Water Works. Vous avez au milieu en violet l'indicateur de force relative au S&P 500. Donc là, on retrouve ce qu'on voyait sur le secteur, c'est-à-dire que le secteur surperforme particulièrement quand le marché action est moins porteur, comme en 2015, début 2016, comme en 2018. Et puis en bas, là, on compare la valeur face à son secteur, donc le secteur des services de collectivité aux États-Unis, la courbe en bleu, et sa moyenne mobile de 100 jours en vert. Donc là, ce qui est intéressant, et on dit souvent, c'est que l'indicateur de force relative a le mérite d'être souvent stable dans le temps, avec une lecture assez facile et quelque chose d'assez fiable. Donc, ce qu'on voit là sur la courbe en bleu, c'est que la surperformance face au secteur, elle est très régulière depuis de nombreuses années, au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours haussière, parfois avec une petite phase de consolidation et d'un retour à la moyenne relative long terme haussière, mais en général derrière, redémarrage haussier. Donc je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire combien de mois ou d'années encore cela va durer, mais en tout cas, tant qu'on est dans ce régime-là, dans ce fonctionnement-là, on va considérer que le titre est un leader de son secteur et surperforme son secteur. Voilà, je vous laisse la parole sur les autres dossiers. Oui, alors le dernier petit mot là sur American Water Works, j'avais noté qu'au niveau de la performance boursière, donc depuis le 1er janvier, on est sur une baisse simplement de moins 3,73% arrêté donc à la clôture du marché américain hier soir, par rapport à un secteur qui lui se situe sur une baisse de moins 13,86%. Donc ça valide complètement cette surperformance à court terme là depuis le début de l'année. Donc le deuxième dossier, c'est Verbund. Donc là, on est sur un acteur majeur de la transition écologique. C'est une société autrichienne, premier producteur d'énergie en Autriche et dans le sud de l'Allemagne. L'idée d'investissement, elle repose essentiellement sur la volonté en fait de s'exposer à la hausse des prix de la tonne de CO2 sur le moyen long terme. Didier a fait un petit point sur le prix de la tonne qui forcément, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, est redescendu sur des niveaux bas. Mais sur le moyen long terme, le sens de l'histoire, c'est de voir une progression beaucoup plus forte de la tonne de CO2. Avec cet objectif-là, les instances européennes ont d'ailleurs mis en place le mécanisme de stabilité à la fin de l'année dernière, qui vise en fait à réduire la surabondance des quotas carbone pour rechercher à mettre la pression sur les investisseurs et, in fine, réduire les émissions. Du côté donc de Verbund, comme on est sur vraiment un pure player énergie verte, c'est la société qui a la plus forte sensibilité à l'appréciation de ces prix de la tonne de CO2. Si on peut dire un petit mot sur le comportement que le titre a eu là depuis le 1er janvier, ça avait été un peu plus compliqué sur la fin d'année dernière et le début de l'année, mais on constate qu'elle reprend vraiment une belle tendance là, à court terme, puisqu'elle ressort sur une performance depuis le 1er janvier de moins 12,65. Donc aujourd'hui, elle surperforme son secteur, alors que ce n'était absolument pas le cas précédemment. Donc on est sur une idée d'investissement spécifique, l'augmentation des prix du CO2, plutôt sur un investissement également moyen-long terme. Et puis donc la dernière valeur action, CNJ. Donc là, c'est une société qui sans doute parler à un plus grand nombre. Là, c'est clairement la valorisation qui nous pousse à remettre en avant le dossier. Le titre apparaît aujourd'hui vraiment décoté. Il se paye 8 fois les résultats. Quand on voit par exemple une Iberdrola qui paye le double. En termes de comparaison de performance,
Iberdrola affiche une baisse depuis le 1er janvier de 1,46%, quand Engie, elle, baisse de 35,01% depuis le début de l'année. Donc non seulement elle a sous-performé le secteur, mais elle a également sous-performé le marché. Bon, les raisons à ça, c'est sans doute l'annulation du dividende, parce qu'il y a un retour à l'investisseur qui est historiquement important du côté du groupe, et puis le changement de gouvernance. Pour nous, sur ces niveaux-là, ça apparaît une opportunité. Il ne faudra pas espérer faire de la performance à très court terme, sur du moyen long terme, puisque le groupe est dans le sens de l'histoire. Depuis 3 ans, il est dans une transition. Il projette de faire monter la part des énergies renouvelables à 58% d'ici 2030 contre 28 actuellement. Et le nouveau modèle a déjà montré une belle croissance l'année dernière. Donc, le résultat opérationnel, on ressort à plus 14 et du résultat net à plus 11%. Donc voilà, l'annulation du dividende pour nous, ça nous paraît temporaire, ça fait précisé. Et le changement de gouvernance, même s'il crée une incertitude à court terme, ça peut être un levier à la sortie de la crise pour notamment sans doute un nouveau plan stratégique sur les prochaines années. Voilà, donc là c'était au niveau des actions en direct. Bien sûr, Verbund, Engie sont éligibles PEA, parce que ce sont des actions européennes. Dernier point que je voulais vous préciser, donc, pour pondérer les portefeuilles pour ceux qui seraient pas suffisamment investis sur le secteur. Il y a la possibilité de rentrer sur un ETF, donc sur le tracker Lyxor Utilities. Le but, c'est de s'exposer là vraiment à essayer de coller à la performance du secteur, qui est en surperformance, et également qui vous permet de mutualiser le risque, puisque vous allez être, je vous ai mis à droite slide les principales positions dans le tracker, qui sont Iberdrola, Enel, National Grid. Alors on emporte quand même 7% d'Engie, donc il faut regarder ça par rapport à éventuellement une ligne d'Engie dans le portefeuille, mais ça, globalement, ça mutualise le risque et ça vous permet de répliquer la performance du secteur qui est en surperformance. Voilà, donc pour les focus qu'on voulait un petit peu vous mettre en avant, les idées pour investir. Merci beaucoup Thibaut. Alors je vous propose de prendre vos questions. Je vais juste faire un arrêt du partage de l'écran et on vient vers vous tout de suite, un instant. Voilà. Laure, est-ce que tu vois les questions peut-être? Alors je prends connaissance de vos questions. Je suis désolé, c'est un petit peu haché aujourd'hui. On peut peut-être revenir un petit peu sur une question sur Engie, mais alors peut-être qu'elle a déjà été adressée suite à la forte baisse, le lien avec la suppression du dividende. Donc Thibaut en a déjà parlé. Peut-être si tu veux redire un mot dessus, peut-être Thibaut, sur Engie. Il y a une interview du nouveau directeur général. Pour lui, à l'heure actuelle, c'est simplement pour faire face à la crise sanitaire qui a supprimé le dividende. Mais c'est pas quelque chose qui devrait s'inscrire dans le futur dès que la situation s'améliorera. Il avait également précisé que ça participait donc à l'aide donc pour absorber le choc, mais que par ailleurs au niveau de la dette, ils n'étaient pas dans une situation qui était trop compliquée. Donc on peut vraiment espérer sur un groupe qui a toujours privilégié le retour à l'actionnaire que le dividende soit de retour sur l'exercice suivant.
D'accord, merci. On a une question également sur, alors je ne crois pas que ce soit des valeurs que l'on suive, sur Brookfield, hein, Infrastructure Partners et Clear Energy, deux valeurs américaines. Voilà, sur ces dossiers-là, on n'a pas du tout creusé la question. Donc, ok, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, on peut regarder par rapport à notre modèle de tendance et voir avec votre conseiller qui vous revienne dessus. Vous savez, on a ce fameux modèle de tendance qui permet de situer une valeur. Est-ce qu'elle est plutôt en baisse, en controverse, en accélération ou en pause? Donc, on pourra effectivement vous apporter une réponse plus en ce sens. Alors, pour information, il y a eu beaucoup de remarques et de questions effectivement sur l'utilité d'un tracker, donc d'une gestion indicielle par rapport aux disparités d'évolution des cours au sein du secteur. Donc, c'est effectivement pourquoi Thibaut vous a parlé du Lyxor, qui pour nous est un moyen intéressant aussi d'approcher un secteur avec d'aussi grandes disparités. Naturellement, on préfère tout de même le titre vif chez Porzampar, vous le savez, mais le tracker peut aussi être intéressant pour se repositionner rapidement. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. On avait une question. Que pensez-vous d'Albioma? Si on a. Alors, Albioma est plus une mid and small que l'on n'a pas sélectionné au comité d'investissement, si je peux me permettre, qui est par contre effectivement suivi dans le bureau d'analyse par le bureau d'analyse financière chez Porzampar au niveau des analystes. On peut vous revenir dessus. On a une question sur Veolia également. Allô? Didier, Thibaut? Oui, oui. Vas-y, Didier. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, sur Veolia, c'est une valeur qu'on regarde. Hein. C'est quelque chose qui commence à ressortir un peu mieux, un peu plus défensive et mieux armée que sa concurrente Suez. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on aura un service des déchets qui sera en baisse de 8% sur cette année, en reprise en 2021. Donc, c'est des dossiers qu'on regarde. C'est pas encore des dossiers que l'on a poussés à l'achat, mais ça fait partie des nombreux dossiers dans le secteur qu'on regarde, surtout sur les dossiers européens, puisque beaucoup plus facilement éligible dans les PEA qu'une belle valeur comme American Water Works qu'on vous a présenté. Merci Didier. Oui, pas d'autres questions via le chat ou les questions-réponses de mon côté. Donc on va clore la session. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Donc on a un rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi 17 avril, donc sur le secteur aide-moi Cédric. Technologie, voilà, merci, avec Florent Martini pour animer cette conférence, ainsi que Cédric Moisan, exactement. Ils sont tous les deux spécialistes du secteur des technologies, et toujours Lionel et Cédric pour animer. Donc cette webconférence a été enregistrée. Nous mettrons à disposition le replay par mail ou bien sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Vous pouvez aussi également suivre Lionel qui a son propre compte Twitter et qui publie l'analyse technique régulièrement. On vous remercie, on vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques et on vous dit à la semaine prochaine. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. C'est bon? Portez-vous bien. Voilà, portez-vous bien et merci à tous. Et prenez soin de vous. Oui, et de vos proches. À très vite. Au revoir. Au revoir.